Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à la porte de Versailles dans le cadre du Salon de l'Agriculture. On va aborder une question qui est importante. Pourquoi le monde agricole ignore la montée des véganes en France? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc Isabelle Goetz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du PETA. Le PETA, c'est quoi? Alors PETA, c'est la plus grande. Alors PETA États-Unis et ses affiliés, la plus grande ONG au monde de défense des droits des animaux, avec plus de 5 millions de membres et d'adhérents à travers le monde. Des végétaliens, des végétariens, des véganes ou que des véganes? Tout ça, mélangé. Mais pas des gens qui aiment la viande. C'est pas vraiment l'idée. Bon, c'est ce que j'ai compris. Face à vous, Jean-Marc Bèche, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de communication grand public au sein de la Confédération nationale de l'élevage. Il n'y a aucun vegan. Non, pas vraiment. Vous en êtes sûr? Non, on n'est jamais sûr. Mais donc mon métier, c'est de travailler avec des éleveurs pour expliquer, pour les préparer, pour se mettre en posture d'explication sur leur métier, leur pratique, puisque les questions de société de plus en plus portent sur est-ce que c'est justifié d'élever des animaux pour les manger. Voilà. Bon. Juste à côté de vous, Olivier Masbou, bonjour. Bonjour. Alors, journaliste pour le blog Note, donc c'est un média bien connu dans le secteur agricole d'Olivier Masbou, éponyme donc. Et en même temps, vous êtes un viandard, vous aimez la viande. J'ai mangé un excellent ossobuco hier soir. Oh là là, bon, on y va. Isabelle, hier, il y a eu une manifestation, et je crois que c'est la première fois qu'il y a eu une manifestation de véganes ici au Salon de l'Agriculture, enfin, devant le Salon de l'Agriculture. Est-ce que c'était vous et pourquoi vous l'avez fait? Alors il y a eu plusieurs événements hier, il y a eu plusieurs actions à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, il y a eu des interruptions. Alors ce n'était pas PETA, c'était des militants qui étaient extrêmement courageux de dénoncer ce système dans lequel tous ces éleveurs se sentent protégés aujourd'hui, mais un système qui est quand même fragile puisqu'il se fissure petit à petit, qu'il y a une résistance très importante qui s'installe en France mais aussi dans le monde entier. Qu'est-ce qu'il y a de courageux de venir faire du bruit au Salon de l'Agriculture? Venir dénoncer la violence qui est cachée derrière les cris dans les cris des animaux qui sont derrière les portes des abattoirs et qui sont très loin du steak que l'on retrouve sous plastique dans un supermarché, pour éveiller les consciences et pour venir porter la voix des animaux, c'est extrêmement courageux. Il y avait 200 manifestants à peu près, c'est ça? À l'extérieur, oui. À l'extérieur, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous demandez, vous, concrètement? D'arrêter de manger les animaux parce que ce sont des êtres sensibles, intelligents, qui tiennent à la vie autant que vous et moi, qui aspirent à vivre leur vie voilà, et ne pas être égorgés, ne pas être vidés de leur sang à moitié conscients. Pour finir dans nos assiettes, ils ne sont absolument pas consentants et on n'a pas besoin aujourd'hui de viande pour vivre. Au contraire, la viande est un produit qui est très toxique à la santé et qui est aussi très toxique à l'environnement. Jean-Marc, vous pouvez comprendre? Oui, ce que je ne comprends pas, c'est que les animaux aspirent à. Moi, je travaille beaucoup avec des éleveurs. Je crois que même s'ils connaissent très bien leurs animaux, ils ne vont pas se mettre dans la tête, dans le cerveau, dans leurs sentiments pour parler à leur place, quoi. Voilà. C'est sûr. Donc, que si déjà, vous mettez à leur place, vous ne pouvez pas cautionner. On raisonne à l'humain en prêtant aux animaux des sentiments humains. C'est peut-être déjà une des premières différences entre nous. Il faut vous attaquer aux scientifiques qui ont confirmé que les animaux ressentent les émotions et la douleur physique et psychologique. La sensibilité des animaux n'est remise en cause par personne, surtout pas par les éleveurs, qui sont les premiers à voir clairement un animal en souffrance quand c'est le cas. Un animal malade, un animal blessé, l'éleveur sera le premier à le repérer et le diagnostiquer. Mais la souffrance et les sentiments et la notion de bonheur, c'est autre chose. Mais ce qui est drôle, c'est que, ce qui est intéressant en tout cas, c'est que dans l'élevage, on dit souvent que les éleveurs sont très soucieux du bien-être et de la protection de leurs animaux. À quel moment est-ce qu'on peut accepter, à quel moment est-ce qu'on protège un animal quand on l'envoie à l'abattoir? C'est pas très cohérent. Ça ne vous paraît pas très cohérent, mais c'est une démarche professionnelle. C'est-à-dire qu'on est tous pleins de paradoxes, et de paradoxes assumés ou pas. Mais en l'occurrence, un éleveur, son premier métier, c'est pas d'abattre des animaux, c'est de les faire naître. Mais là, on oublie souvent de le rappeler. Bon. Et avant la mort de l'animal, il y a une vie de l'animal. Mais vous le dites vous-même, en fait, c'est une activité qui est lucrative. L'éleveur est essentiel, parce que ce sont des animaux domestiques, ce ne sont pas des animaux sauvages qui vivraient de leur belle vie.
Il y a quelqu'un pour les assister dans leur vie qui s'appelle un éleveur. Mais vous aussi, votre Mais après activité- l'élevage, il y a l'abattage et c'est ça qui pose problème le Votre plus. activité est aussi lucrative. Vous vivez de votre métier. Pas du tout, c'est une Bah, association si. à but non lucratif, Oui, mais donc vous, c'est vous êtes- complètement pas lucratif Mais du vous, tout. vous vivez de quoi? Vous êtes salarié de votre Je- association. Mais peu importe, de toute Mais façon, donc votre activité est des dons parce que lucrative. les gens Vous ouvrent faites les ce yeux métier-là aujourd'hui pour et qu'ils gagner veulent votre que les vie. choses changent. Vous faites ce métier-là pour gagner votre vie. Ah non, Comme- pas du tout, je fais ce métier-là par passion parce que je Oui, gagnerais beaucoup mais plus l'éleveur, il d'argent peut le ailleurs. faire par passion et pour gagner sa vie aussi. C'est pas En tout interdit. cas, les militants n'ont pas d'intérêt Mais le économique, te- ni politique, Mais ni le financier. thème de l'émission, c'est pas ça, à la limite. Il y a des véganes, il y a des éleveurs, ça c'est la vie. Moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est pourquoi le monde agricole a un déni par rapport aux véganes. Les véganes représentent, en Grande-Bretagne, enfin, il y a 12% de végétariens, et dans la tranche des 16-24 ans, ils représentent 16%. Donc c'est une vraie tendance qui est en train de se développer. Comment le monde agricole l'intègre? Alors, d'abord, on n'est pas dans le déni total, mais c'est vrai que c'est un débat qui a émergé très récemment et de manière très rapide aussi dans le débat public. Bon. Donc, qu'une profession soit un peu interloquée parce qu'elle se retrouve tout d'un coup mise au banc des accusés, remise en cause dans les fondements même de son métier, je pense que c'est normal que ça perturbe un peu. Le déni, non, parce que moi, je travaille beaucoup avec des éleveurs qui justement se mettent en posture de réfléchir, en se posant des questions que vous posez vous-même. J'élève les animaux, je les respecte. Je ne dirais pas je les aime, mais je les respecte beaucoup. Et je sais quand même que la fin se finira à l'abattoir. Bon. Mais Et vous je feriez travaille pas là-dessus. ça pour Et votre comment je famille? peux expliquer ça aussi à des consommateurs, à des clients, mais aussi des consommateurs, sachant que derrière tout ça, il y a quand même un débat philosophique. J'aime pas bien faire de la philo, mais il y a un débat culturel. C'est un Quand on débat est- éthique et c'est un débat Non, mais attendez. sociétal. Juste, quand on est issu depuis des générations d'un milieu rural où la vie et la mort de l'animal font partie intégrante du cycle. C'est une Voilà. habitude. Et c'est vrai que c'est assumé, même si aujourd'hui, des éleveurs, moi j'en connais beaucoup, qui disent j'adore mon métier, c'est pas le moment où la bête monte dans la bétaillère pour partir à l'abattoir qui est le moment le plus sympathique de mon travail. D'accord ? Ça doit être très Mais, difficile. mais ce moment-là, il est quand même assumé. Et on comprend très bien que pour des urbains déconnectés de tout ça, qui n'ont pas cette histoire, ce passé commun, l'acte d'abattage en soi soit brutal. Voilà. Mais c'est un peu une trahison d'envoyer un animal qu'on respecte et qu'on protège à l'abattoir, vous ne trouvez pas? C'est peut-être pour ça que le dialogue est difficile. C'est parce qu'il y a un côté absolu dans les positions des véganes. Et Isabelle est là pour discuter avec nous et c'est très bien parce que souvent dans certaines de ces associations, il n'y a pas grand monde qui répond. Non, non, mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui l'invite. Il y a peut-être que toi. que Il y a vous 3 qui ans, je l'ai l'invitez. invité, ou il y a 2 ans, elle est Il y a venue 4 face ans. à Christiane Et vous Lambert. savez quoi? Il y a 4 ans, vous m'avez posé la question qu'est-ce que ça veut dire vegan? Alors je suis très contente qu'aujourd'hui vous m'invitiez pour un débat sur le véganisme. Sur le Ce qui véganisme. prouve que c'est vraiment un. Mais Et le ceux monde qui- agricole et ne ceux- l'invite pas. Et ce qui empêche peut-être les gens de dialoguer, c'est justement le côté jusqu'au-boutiste. Tout le monde est prêt de travailler sur le bien-être animal, sur améliorer les conditions d'élevage et même les conditions d'abattage. Mais le côté de dire on ne doit pas tuer des animaux pour les manger, le dialogue est quasiment impossible parce qu'il n'y a pas de dialogue puisque la position est absolutiste. Mais c'est une industrie qui pose aujourd'hui un problème moral à beaucoup de gens. C'est pas que l'industrie, c'est la finalité. De toute façon, vous, Mais c'est vous, une les finalité véganes, qui vous n'est ne pas voulez nécessaire, qui est imposée par cette habitude alimentaire qui n'a absolument pas une réjouissance. On mange de la viande depuis combien de milliers ou millions d'années? 12 000, 15 000 ans, même avant la chasse. Et donc 20 on n'est 000 pas ans. fait pour évoluer. Avant, on ne donnait pas le droit de vote aux femmes, on excisait. Enfin, les traditions ne sont pas un gage de moralité. Les militaires ont eu le droit de vote après les femmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous refusez totalement la mise à mort de l'animal. Donc, ce n'est pas une question d'industrie ou de petite ferme. N'importe quel éleveur ne peut pas tuer, à votre avis, son animal. Mais de toute façon, les premières victimes sont les animaux dans l'abattage, ça on est d'accord.
Il y a aussi un journaliste qui s'est infiltré dans des abattoirs récemment et qui a filmé des choses et son témoignage est très très touchant. Il dit aussi que c'est une filière où il y a énormément de souffrance pour l'humain qui travaille dans les abattoirs. Donc c'est aussi un métier qui est... donc l'élevage, ça ne concerne pas l'élevage, mais ça concerne la filière de l'abattage, qui est la prolongation de la filière de l'élevage. Et il y a aussi une réelle souffrance des gens, une déshumanisation, et ce n'est pas du tout un métier qui est épanouissant. Donc il y a aussi quelque chose ici qu'on tient qui n'a aucun sens ça n'a aucun sens de continuer de faire souffrir les animaux et les humains. Et il y a aussi des éleveurs qui sont très épanouis dans leur métier. Hein. Mais qui souffrent beaucoup. Ils se plaignent de ne pas avoir assez de rentabilité. C'est très difficile d'être éleveur aujourd'hui en France. Il peut y avoir des contextes difficiles de point de vue économique, mais qui n'ont pas forcément à voir avec le plaisir d'être avec des vaches, avec des chèvres ou des brebis. Hein. Mais moi, je peux avoir le plaisir d'être avec des vaches sans les tuer. Le céréalier aussi souffre, le producteur de pommes souffre, le producteur de raisins souffre. C'est pas la condition de l'éleveur qui est compliquée, c'est la condition de toute l'agriculture actuellement qui est compliquée. Mais on le voit ici, dans le salon de l'agriculture, là où je me suis promenée en tout cas, le végétal se développe beaucoup, est en plein essor. C'est un marché où il y a des opportunités, où il y a une prospérité. Il faut vraiment que les éleveurs peuvent se reconvertir. Il y a énormément de possibilités. Il y a une question que je voudrais poser à Isabelle, si vous permettez, c'est s'il n'y a plus d'élevage, on suit votre logique jusqu'au bout, il n'y a plus d'élevage. Donc il n'y a plus de vaches, il n'y a plus d'aubrac, il n'y a plus de... Elles sont juste libres dans les champs et on arrête de les tuer. Et elles deviennent quoi? Pardon? Qui s'en occupe? Il n'y a plus d'aubrac, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de Montbéliard, il n'y a plus de Bretonne Pinois. Eh bien si, il y a une possibilité de reconversion pour les gens pour s'occuper des vaches, alors c'est pas... Les vaches sont pas... Comment ça fonctionne? Vous pouvez pas si on arrête de reproduire les vaches, il n'y en aura pas des millions qui seront tués chaque jour. Petit rappel, la vache aujourd'hui est un animal domestique. Son ancêtre sauvage s'appelait l'Aurus. Il a disparu au XVIIe siècle en Pologne, donc il n'en existe plus. L'Aurus était capable de vivre tout seul dans les bois, dans les prés. Aujourd'hui, vous lâchez une vache, n'importe quelle vache ici, dans ce salon ou ailleurs, elle est incapable d'être autonome dans la nature. Hein. Oui, mais elle peut vivre quand même dans un champ. Et si on arrête de les reproduire, on arrête d'avoir des millions de vaches à tuer. Donc il n'y a plus de vaches. Dans 20 ans, il n'y a plus de vaches. Oui, mais je reviens au problème économique. Si ça représente 20% d'une tranche de jeunes, on va dire, qui va se développer, qui va devenir des consommateurs de plus en plus importants, comment vous allez faire, vous, les éleveurs, pour arriver à contourner, pallier, tirer un revenu de votre activité qui sera peut-être une autre forme d'élevage? Est-ce que vous l'anticipez? Alors déjà, moi je ne suis pas éleveur, donc je travaille avec des éleveurs, mais probablement, on le voit bien un peu dans ce salon, on va aller vers deux types d'élevage. Je ne suis pas devin, je ne suis pas non plus économiste. Un élevage plus fournisseur de produits de consommation de haut de gamme, de proximité, etc. Et peut-être un élevage qui va produire plus pour alimenter les rayons des supermarchés. Mais ce qui est clair, c'est que les éleveurs, ça se dessine très clairement aussi aujourd'hui, qui vont s'en tirer sont ceux qui vont aussi faire la transformation du produit, ou peut-être plus de bio. Mais ce n'est pas la seule issue. Voilà. Il y a aussi une clientèle pour d'autres produits que celle-là. Et vous avez bien conscience que Isabelle est redoutable. Enfin, le PETA est redoutable. Le problème ici, c'est qu'on parle d'un produit et qu'on ne parle pas d'un individu. Alors qu'en réalité, un animal est un individu avant d'être un produit. Le problème d'Isabelle, c'est qu'elle est redoutable. Le PETA est redoutable. C'est Pamela Anderson, Paul McCartney, des stars qui vont communiquer auprès des jeunes de façon très efficace. Donc, effectivement, vous allez avoir vos enfants qui auront peut-être leurs amis qui vont venir chez vous et qui vont dire non, pas de viande, pourquoi on mange de la viande chez vous? Ça aussi, il va falloir habituer les éleveurs à cela. Bien sûr. Mais bon, le nihilisme est redoutable de manière générale. Bon, la négation, c'est toujours facile. Bon, voilà. La construction d'arguments positifs, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'on travaille avec des éleveurs pour justement intégrer cette dimension d'interpellation sociétale. À quoi je sers? Il y a 30 ans, on produisait du lait ou de la viande, on se disait je nourris la population et j'ai répondu à la question. Aujourd'hui, c'est ok, je produis du lait et de la viande, dans quelles conditions, quel système de production et quel rapport j'ai avec mes animaux. Et les éleveurs de plus en plus seront comptables de ça auprès de leurs clients et de nos concitoyens. Mais je pense aussi qu'on peut contrer les arguments des associations pro-véganes en poussant la logique jusqu'au bout. Le vegan, c'est plus d'élevage, plus de courses de chevaux, plus d'animaux dans les cirques, plus de zoos, plus rien du tout. Le slogan, et vous n'allez pas le renier, plus d'animaux de compagnie, vous n'allez pas le renier, c'est l'animal ne nous appartient pas. On ne veut pas, on refuse l'exploitation des animaux. Voilà, donc je pense que si un jour on fait comprendre ce que les végans souhaitent,
peut-être que les gens commenceront à réfléchir. Et peut-être qu'on cohabitera plus heureux les uns avec les autres. Peut-être aussi. Le problème, c'est qu'aux Pays-Bas, il y a déjà un parti politique donc pour les animaux, pour le bien-être. Est-ce que vous allez vous engager sur le plan politique? Alors, en tant qu'association, on ne s'engage pas vraiment sur le plan politique, bien que les enjeux soient politiques. Il faut savoir que maintenant, il y a un mouvement politique. Donc, quand je vous parle de résistance qui s'organise, il y a une résistance dans les célébrités, il y a une résistance dans les militants, dans les intellectuels, et il y a aussi une résistance donc, dans les nutritionnistes, dans les scientifiques, mais aussi dans la classe politique. Il y a aujourd'hui une classe politique qui s'organise, qui commence à vraiment prendre en compte la question animale. Il y a un projet avec Laurence Abeille qui est en cours, avec toutes les autres associations, les grandes associations de protection animale en France, on a coécrit un manifeste, le politique animale, pour remettre la question animale au sein des enjeux politiques. Et il y a aussi le parti animaliste qui vient de se créer, donc on est vraiment en train d'aller vers l'animal, enfin en tout cas de respecter, d'inclure l'animal dans la société. Et c'est probablement le deuxième point de différence, c'est que pour nous, le politique s'adresse à l'organisation de la société humaine, entre humains, avec des lois, des règles. Et on fait une différence. Les éleveurs et les gens qui travaillent pour l'élevage font une différence entre l'homme et les animaux. Ça s'appelle le spécisme. En fait, on fait la différence. On ne fait pas de différence. Tout le monde mérite de vivre. Voilà. Et on se bat contre les injustices. C'est pour l'égalité. Comme les antiracistes. Moi, je suis spéciste à autre sens du terme, mais je ne suis pas raciste. Et je dis qu'il y a une différence entre l'homme et les animaux, il y a une hiérarchie. C'est un point de vue philosophique, hein. Je veux dire, c'est pas une règle absolue. Mais ma culture judéo-chrétienne, mon histoire rurale fait que un homme c'est un homme, un chien c'est un chien, une vache c'est une vache, un ver de terre c'est un ver de terre. Et vous avez le droit d'être spéciste. Ils ne sont pas tous exactement sur le même plan. Vous avez le droit d'être spéciste, comme d'autres gens ont le droit d'être racistes. C'est pas gentil d'agresser les gens comme ça. On a été gentil, c'est pas gentil de dire qu'on est spéciste. Non, c'est pas gentil. Vous n'êtes pas spéciste? Ben non. Vous considérez qu'on ne devrait pas faire de discrimination entre les espèces, c'est-à-dire que les animaux méritent au même titre que les humains de vivre? Non. Alors vous êtes non, je ne suis pas spéciste. Je lis la Bible, croissez et multipliez-vous, et on a confié les animaux aux hommes. C'est pas ce que dit la Bible, mais bon, on ne va pas rentrer dans un débat religieux. Un débat théologique. Si. Mais est-ce que quand même, au sein des véganes, vous avez une pensée pour les éleveurs qui, toute leur vie, ont élevé, ont l'impression de faire le métier de façon correcte, en respectant, et vous allez mettre à zéro leur avenir? Alors, bien sûr, évidemment que c'est pas jeter la pierre aux éleveurs, et c'est accompagner pour un changement global. Après, légitimiser une activité qui pose un problème moral sous prétexte parce qu'elle est rentable, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. D'accord. Bon, ben ça y est, c'est fini. Le débat est fini. Merci beaucoup, merci à vous, merci à vous d'être venus. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission, ici en direct de la Porte de Versailles à Paris. Merci.